Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission « Ça vous intéresse ». À compter d'aujourd'hui, nous allons diffuser des émissions en partenariat avec Cap Web TV. Au programme, talk show sur des sujets d'actualité liés à vos préoccupations quotidiennes, débats juridiques autour des sujets de société, interviews de grands sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Chers amis, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de RAC 119 Web TV avec Cap Web TV, à ma compagnie, des personnes que maintenant vous connaissez désormais et qui sont là pour apporter le concours à liberté. Déborah, bonjour, merci d'être là sur le plateau avec nous. Bonjour Carlo, merci de m'avoir invité encore une fois. Et aussi le coprésident de RAC 119 de l'association qui est celle qui se bat maintenant tous les jours pour la liberté. 34 000 adhérents, coprésident Ricardo Mereux, bonjour, bienvenue bonjour sur Carlo, le plateau. bonjour à tous et à toutes. Et ensuite, nous avons notre cher ami Walid, qui va chatter, c'est celui qui a entre les mains l'échange avec vous, entre le plateau et la télévision, et les images et le contenu. Chers amis, aujourd'hui, le titre de notre émission est un titre qui est assez évocateur. Est évocateur pourquoi? Parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, dans un contexte dans lequel on parle de justice, on parle de droit, nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à les faire valoir. Et alors, parmi les différentes justices, il y a la justice pénale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers l'activité que nous avons faite, c'est la justice pénale qui est au service de la démocratie. C'est une question, une affirmation, nous verrons bien pourquoi. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais dit depuis de nombreuses vidéos et directs que nous n'avons pas de justice actuellement dans ce pays. Les trois piliers d'une république, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, eh bien, vous avez un exécutif qui a tout en main et une justice. Alors, on nous renvoie à la justice administrative, laquelle? Des tribunaux administratifs? Des tribunaux administratifs que quand une pauvre mère qui dépose un recours toute seule à partir les recours, elle écrit mal, elle a du mal à rédiger quelque chose de sensé, on lui inflige même une amende pour recours abusif. C'est le cas au tribunal administratif de Strasbourg. Et puis je vous dis, j'ai répété combien de fois, ne saisissons pas le Conseil d'État parce que de toute façon, ce n'est pas une juridiction. Le Conseil d'État, ce sont des fonctionnaires de l'État qui jouent le jeu de juge, mais c'est un jeu parce qu'en réalité, pour avoir une justice, il faut qu'il y ait des juges qui soient impartiaux, qui soient désintéressés et qui puissent effectivement être objectifs, ce qui n'est pas le cas. J'ai discuté hier avec un avocat au Conseil pour préparer un recours, nous allons en parler tout à l'heure, sur le décret du 14 octobre 2020, sur le décret qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, il m'a dit, Maître Brouza, Carlo, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas une décision qui pourra être inscrite dans les annales qui ait fait droit à une demande faite par un administré, par une personne, parce que, à part quelques petites décisions où ils ont retoqué quelques petits bricoles, il n'y a pas de décision. Tout ce que le gouvernement a fait jusqu'à ce jour a fait l'objet et les demandes qui ont été faites pour modifier telle ou telle disposition ont fait l'objet d'un rejet total. Je dis cela pour que vous faire comprendre que si je n'ai pas saisi le Conseil d'État, quand on me disait « il faut y aller », je disais « non, c'est inutile d'y aller ». Regardez, vous prenez par exemple la question des masques. Mais la question des masques est très simple. Vous avez les décisions du 7 novembre qui dit de manière très claire, et c'est pour cette raison que je vous la cite, parce qu'aujourd'hui, devant le Conseil d'État, on n'a quasiment plus de probabilité, si ce n'est de remettre un nouveau recours, mais qu'il soit modifié différemment. Eh bien, le Conseil d'État, le 7 novembre, a rejeté un recours qui était fait. Il résulte de l'instruction que les enfants de moins de 11 ans, quoique moins exposés que d'autres tranches d'âge à une telle contamination, n'en sont au moins pas immunisés. Plus d'une centaine d'enfants de cette classe d'âge ayant été hospitalisés à ce titre. Au demeurant,
Plusieurs pays européens appliquent une obligation comparable. En outre, le port du masque permet de limiter les hospitalisations dues à d'autres pathologies habituellement fréquentes en cette saison de l'année, permettant ainsi de limiter la pression qui s'exerce sur le système de santé. Dans ces conditions, dans la situation actuelle de circulation particulièrement rapide du virus et au égard à l'objectif primordial que les enfants de 6 à 11 ans puissent continuer à avoir accès à l'éducation dans l'établissement scolaire, l'obligation qui leur est faite de porter un masque sous l'encadrement et la supervision d'adultes, ainsi que les recommandations ainsi que le recommande l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF dans les établissements scolaires et dans la mesure du possible dans les autres lieux, n'apparaît pas comme portant à leur droit une atteinte grave et manifestement illégale. Voilà Déborah, voilà Ricardo, voilà chers amis de Réaction 19 et de Cap Web TV, qu'aujourd'hui, pour le Conseil d'État et pour le gouvernement, l'affaire est pliée. Les masques sont là, il faut les porter. Eh bien non, nous disons non. Non, parce que je rappelle à tous que nous avons déposé une plainte pénale, que vous avez pu en prendre connaissance, et nous avons fait notre premier référendum, parce qu'on a demandé si on pouvait donner à tout le monde l'accès à la plainte. La réponse était 98% de réponse oui, rendons publique la plainte. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'étaient pas et qui ne sont pas adhérents, mais ils le sont devenus. On a reçu des courriers encore ce matin en disant « Merci, merci, à travers la plainte, nous, on a pris connaissance du travail que vous faites. » Et ils ont envoyé aujourd'hui leur bulletin d'adhésion, on l'a reçu tout à l'heure dans le cadre de l'arrivée de la Poste. Et donc, plainte a été déposée, chers amis. Cette plainte est aujourd'hui déposée et nous avons un numéro de plainte. C'est ce que je vous avais expliqué. Pour cette raison, la première question qui se pose à tous, après on va rentrer dans les détails, parce que la question des masques est très importante, nous avons préparé le courrier qui sera mis sur le site de Réaction 19, mais un courrier qui sera disponible à tout le monde, pas spécifique aux adhérents. Vous allez avoir le numéro de plainte et il suffira de remplir, j'ai sous-signé, les démembrants, etc., vous notifie par la présente m'associer à la plainte relative au port du masque déposée le 18 novembre 2020 sous le numéro, etc., par l'association Réaction 19 en qualité de partie civile. Et ça, vous pouvez le faire et l'envoyer à recommander. Vous le trouverez sur le site de Réaction 19. L'important, c'est qu'ensuite, vous nous informez par la fiche contact, nous vous informons que je me suis constitué. Nous préférons centraliser le fait que vous puissiez vous porter partie civile à Paris. Pourquoi? Parce que le nombre important de personnes, et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire à tous les collectifs qui sont en train de former, il y a Ricardo Mereux qui s'occupe actuellement de la mise en place des collectifs et de la relation avec l'association, collectifs, individualités, pères de famille, mères d'enfants, etc., portez-vous partie civile. Ça veut dire tout simplement que ce qui compte, c'est qu'il y ait des milliers de personnes devant le procureur de la République de Paris sur ces plaintes. Or, et là, je donnerai la parole à Ricardo, est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous avons déposé est corroboré par des nouveaux éléments scientifiques, Ricardo, par rapport à la question du masque et par rapport au fait que le masque soit n'apporte rien, soit il est dangereux? À toi la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, Carlo, il y a des nouvelles études qui sont sorties tout récemment en Danemark, aux États-Unis, qui corrobore, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est ce que nous disons, encore une fois soutenu de notre collaboration avec un groupe de médecins, juste pour préciser que nous ne sommes pas tout seuls et nous avons des contributions qui sont... nous avons un département médical, un département scientifique, un département technique, justement les juridiques qui est prépondérant. Donc les nouvelles études nous disent que, par exemple, l'étude danoise nous parle et nous confirme que sur un échantillon de, je dirais, plus de 6000 participants, on a trouvé finalement que le port de masque n'a aucun impact de manière générale sur la propagation et sur la contamination donc, par rapport à un virus. Donc les données disent que déjà le niveau de contamination reste très faible. La différence entre porter les masques et ne pas porter est vraiment infime en pourcentage. On parle de 1,8 vers 2,1%. Donc ça déjà, c'est une étude qui est très bien documentée, qui est tout à fait disponible.
est sorti dans un pays qui n'a pas adopté le port de masque obligatoire, comme d'autres pays dans le nord de l'Europe. On connaît Il y a la aussi une Suède. autre étude qui était faite. Il y a une autre étude qui est une étude américaine, notamment, tout récent aussi, qui dit plusieurs choses, et notamment elle nous propose de graphiques qui nous montrent que le port de masque est totalement neutre. On pourrait dire, si on veut vraiment être un peu plus méchant, même négatif, disons minimum neutre à tout ce qui est propagation des virus. C'est-à-dire que masque ou pas masque, les virus circulent ou ne circulent pas, peu importe. C'est-à-dire que les masques ne sont pas quand même en corrélation directe à une diminution de la propagation. Donc on a vu que, par exemple, même en France, depuis qu'on a les masques en sortant d'une période de relâchement terrible qui était l'été, donc ils nous ont imposé les masques pour compenser au soi-disant relâchement, et malgré ça, les contaminations, les cas positifs, qui est les critères qui a été utilisé par l'État pour nous remettre en confinement, les cas positifs ont augmenté de manière gigantesque. Malgré le port de masque et malgré la France, malgré tout, est l'un des pays où le port de masque est le plus respecté. On est à 80% statistiquement de pourcentage de respect de l'obligation de port de masque. Et d'autres pays, d'autres cures, d'autres témoignages nous rapportent à peu près la même chose. Donc on a l'obligation de port de masque dans une phase décalante de la circulation, alors soi-disant circulation des virus, et par la suite, pour des raisons que pour l'instant dans lesquelles nous ne rentrons pas dans les détails, mais pour la suite, il y a quand même eu partout des hausses importantes des cas positifs. Et là, il faudrait quand même après argumenter la question des cas positifs, des tests et tout ça. Je te remercie beaucoup. Et, voilà, il n'y a pas de corrélation. Voilà. Les masques sont ou neutres, ou même il y a de théories sur la négativité justement et l'accentuation de certaines pathologies. Tu veux rajouter quelque chose, Déborah, concernant les masques, parce que tu as suivi avec nous, avec l'association, et surtout les emails, le retour des emails et ton état d'esprit par rapport à l'action pénale entreprise. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Ricardo disait par rapport à cette étude. Est-ce que le masque protège une personne qui porte le masque ou pas? Faut pas oublier que cette recommandation vient du fait que le test, tout se base sur ce test qui a de graves problèmes de fiabilité, comme Ricardo vient de dire. Et puis je voulais juste dire d'un point de vue communication, encore une fois, on nous a fait croire au début que le virus, on avait cette impression que le virus volait dans l'air et donc il fallait se protéger. Et scientifiquement, non, le virus ne vole pas dans l'air. De toute façon, nous vivons des contradictions constantes aujourd'hui à tous les niveaux, parce qu'on a encore des dernières informations là qui viennent de tomber, dans lesquelles nous sommes dans un foisonnement total. J'attire votre attention, chers amis, un article dans le journal Le Monde d'aujourd'hui même, à page 31, vous avez le port du masque à l'école entrave à l'apprentissage des enfants. Article très intéressant, sans nier les raisons sanitaires, parce que là on se nuance, sans nier les raisons sanitaires, les trois psychologues Gérald Bussy, Jeanne Mériot et Mathilde Munot s'inquiètent des dommages de cette mesure sur le développement cognitif et cérébral des plus jeunes et appellent à entreprendre des études d'impact. Non, si on met en place des études d'impact, on détruira nos enfants. C'est pour ça que nous avons déposé la plainte pénale. Et alors, pour répondre implicitement aux questions qui sont posées, la plainte pénale a été visée au départ pour les enfants de 6 à 11 ans. Mais la semaine prochaine, nous allons procéder à une extension de la plainte qui portera sur la question du masque pour tout le monde. Les études qui viennent d'être publiées ne concernent pas que les enfants, chers amis. Ça concerne les masques pour tout le monde. Donc l'action pénale est une action qui parle de mise en danger pour les enfants des collèges, pour les enfants des lycées, mais aussi pour les adultes. Parce que la preuve est que nous avons des baisses, même ont été constatées le 17 octobre, une baisse notable de l'infection à travers la méthode
les matières fécales, parce que c'est là qu'on a fait une étude, alors qu'il n'y a aucun changement technique, il n'y a rien qui a été modifié, et on a une baisse, une chute qui était même exposée d'une manière très claire lors d'une émission sur LCI avec Pujadas, qui on ne peut pas dire que soit considéré comme quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle le rang des complotistes, parce qu'aujourd'hui, si c'était quelqu'un qui ne fait pas partie de la pensée unique, on aurait dit tout de suite que l'analyse et parler d'une baisse notable de la question virale, parce qu'aujourd'hui, la question donc de la transmission virale et de la protection des masques demeure de plus en plus contestée. Nous n'avons pas à dire de plus en plus. Quand on nous a fait passer pour des anti-masques, non. Nous avons dit, les masques peuvent avoir une utilité dans un lieu clos, à un moment donné, dans une situation précise de pic viral, mais imposer les masques à tout le monde, partout, et aux enfants des écoles, est une inanité et c'est une atteinte à la santé. Or, chers amis, sur les questions qui relèvent de la santé, j'attire votre attention parce que nous sommes là pour faire du droit, et je rappellerai à tout le monde une chose très importante. C'est que beaucoup de gens nous ont écrit en disant « Mais Maître Brouza, Carlo, Président, la santé est inscrite où ?» Alors, la question de la santé, en tant que valeur constitutionnelle ou en tant que principe constitutionnel, tout le monde peut la chercher. Ce n'est pas évident, parce qu'elle n'est pas dans la Constitution. Vous n'avez pas ça dans la Constitution de 1958. Vous n'avez pas ça dans la Convention, c'est-à-dire dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Vous l'avez pas dans le préambule de la Constitution de 1958. Vous avez la mention de la santé, et c'est pour ça qu'en question de masque par rapport à la santé est une problématique très importante. Pourquoi? Parce que c'est le préambule de la Constitution de 1946. Or, j'attire vos attentions, la manière dont le texte est rédigé, parce que le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans la décision sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le préambule, vous le trouvez, Légifrance, moi je travaille toujours sur des actes et je ne suis pas là pour inventer, il dit « Au lendemain de la victoire remportée, les peuples libres sous le régime qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion et de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789. » Donc il y a un rappel à haut, placé à haut, de la Déclaration des droits de l'homme. Et ensuite il dit, il proclame en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Et alors là, c'est pour ça que je donne la réponse à celles et ceux qui ont posé la question, à l'article 11 du préambule, vous avez, elle garantit à tous, écoutez bien, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Et ensuite, vous avez la sécurité matérielle. Et écoutez bien, le repos et les loisirs. C'est-à-dire que dans ce préambule, vous avez quasiment tous ceux qui génèrent aujourd'hui une querelle juridique, sociale, vous avez tout. Parce qu'en réalité, vous avez la santé placée au sommet de la valeur, des valeurs constitutionnelles. Vous avez la protection, bien sûr, de la santé, vous avez l'enfant. Et comment on le protège? En lui imposant le masque? En lui créant des infections pulmonaires? Est-ce que le masque... Vous voyez dans le même texte, comment le droit et la loi peuvent être dans une guerre terrible. Et vous avez en plus le repos et le loisir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers, vous voyez, dans la même ligne, vous avez la santé, le repos, le loisir. On dit, la Constitution protège la santé, mais vous n'avez plus le droit d'avoir des loisirs. Donc ça veut dire tout simplement que même le fait de ne pas pouvoir vivre, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir de loisirs, c'est une violation constitutionnelle. Alors que regardez, écoutez bien, chers amis, le raisonnement, et ça je tiens à que vous écoutiez bien parce que c'est un point très important. Le Conseil constitutionnel, quand je vous dis qu'il est vendu, le Conseil constitutionnel a été vendu, il s'est vendu à la dictature sanitaire. Décision du Conseil constitutionnel du 13 novembre, celle qui a été rendu par le Conseil constitutionnel à la suite de la saisine sur la loi ayant prononcé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de février 2021. Écoutez bien, chers amis, la Constitution n'exclut pas
la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Bien sûr, la loi ne l'exclut pas parce qu'à l'époque, il n'était pas prévisible. Donc, à partir du moment que ce n'est pas exclu, le législateur, il peut se créer un petit état d'urgence comme ça, comme on peut se créer une petite soupe quand on a besoin. Mais il lui appartient dans ce cadre d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle, écoutez bien, de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Chers amis, quand vous lisez entre les lignes, c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre le droit. Il place la santé en tant que valeur constitutionnelle. Mais vous n'entendez pas dire par le Conseil constitutionnel le conflit entre la santé en tant que valeur constitutionnelle et la liberté qui a une valeur constitutionnelle telle qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et dans tous les autres textes, mais surtout dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, quand je vous dis que ils nous ont instauré une dictature sanitaire, ce n'est pas une accusation de Carlo Alberto Brusa et des autres. C'est une dictature sanitaire qui est reconnue même par le législateur lui-même et par le Conseil constitutionnel, qui abandonne tous les prérogatives en disant de toute façon, il y a un principe de valeur constitutionnelle qui s'appelle la santé, tout le reste doit être quasiment à son service, parce qu'on ne, je le répète encore, c'est pour ça que la lecture attentive, analytique des choses, il lui appartient dans ce cas d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et des libertés reconnus à ceux qui résident sur le territoire public. En plus, les droits et libertés à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, c'est un rajout que dans ce cadre-là, on se demande même à quoi ça sert. Alors c'est la référence peut-être au fait que quand des étrangers arrivent sur le territoire français, ils doivent se plier aux lois de la République, c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui va très loin. Le Conseil constitutionnel est là pour contrôler la correspondance des dispositions prises dans un texte de loi par rapport à la Constitution. Et là, on voit que de toute façon, il y a quasiment circulé, rien à voir. C'est pour cette raison que, chers amis, la question de masque est une question qui est prioritaire parce qu'un petit décret pris en application d'une délégation va déroger les principes contenus dans le préambule, mais qui ne sont pas simplement dans le même article par rapport à la protection de la santé, mais il s'agit aussi de protéger les enfants. Donc, qu'est-ce que va protéger de plus? Et je rappellerai à tout le monde, je l'ai produit et je vous le réitère, qu'il y a même un courrier de l'inspection académique qui dit de manière très claire que la transmission virale au sein des écoles est minime, et que de toute façon, et de l'autre côté, nous avons les 40 pages de plainte avec toutes les pièces produites, qui sont des pièces énormes, et on va faire le nécessaire pour mettre un fichier pour aller consulter les pièces qui sont rajoutées à la plainte, et ça sera mis le lien sur le site ouvert à tout le monde pour accéder aux pièces. Ensuite, concernant la plainte pénale, c'est pour ça que je vous dis qu'en droit, je suis très conforté par rapport à ce que j'ai entendu vous dire. Nous allons élargir la plainte. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'accéder, pas simplement d'accéder à la plainte, mais d'élargir au sens que ça ne concerne pas que les masques pour les enfants, mais ça concernera aussi, et ça c'est très important, tout le monde. Or, si vous souhaitez déposer plainte, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Vous pouvez utiliser notre texte et vous pouvez saisir le cas échéant. Si vous avez eu des comportements, des attitudes de la part de la directrice ou du directeur de l'école, vous pouvez saisir tel ou tel procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Dijon, près du tribunal judiciaire de Roubaix, près le tribunal judiciaire d'Annecy. Vous pouvez le faire. L'important, c'est qu'ensuite, cette information soit remontée, parce qu'il ne peut pas y avoir une pluralité de juridictions saisies sur un même problème, il faudra qu'il soit centralisé. C'est pour cette raison qu'au lieu de vous demander de déposer plainte dans les différentes circonscriptions, c'est de déposer une plainte, de vous associer à la plainte en tant qu'adhérent de Réaction 19, c'est d'une importance capitale parce que nous avons reçu naturellement des centaines et des centaines d'emails concernant cela. Or, si la plainte doit avoir du poids, cette plainte, elle est très importante. Donc, pour vous dire, et je le dis, ça ne sera que le pénal qui pourra nous permettre de vous en sortir parce que je vous ai apporté volontairement la décision du 5 novembre pour dire j'ai bien fait, je savais que si j'allais faire, bon, je pouvais tenter, mais aller perdre stupidement avec un arbitre qui n'est pas le bon arbitre, j'ai pas envie. Donc j'y vais devant la justice pénale, la seule qui nous reste, parce que encore que la justice pénale, il faudra voir si elle aura envie d'aller beaucoup plus loin.
semble-t-il que nous avons des perquisitions qui ont été faites. On verra bien si les perquisitions concernant les dossiers des plaintes qui ont été déposées contre Véran, Buzyn, etc. puissent aboutir. Vous avez la plainte qui a été déposée pour la question de l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult. Et je voulais ensuite passer, et si après il y a des questions, avant de passer à la deuxième affaire pénale, des questions concernant la question du port du masque. Alors, il y a des internautes qui veulent savoir si on doit déclarer au directeur ou à l'académie si on fait l'école à la maison, si notre enfant s'est fait renvoyer à cause du port du masque. Alors, bien sûr, la question de l'école à la maison, elle est parfaitement possible. Pour le moment, il n'y a pas encore eu le texte, parce que vous savez que le test sur le séparatisme va réduire la possibilité du cours à l'école à la maison. Donc vous pouvez, mais il faut respecter les règles qui sont posées par rapport au cours à la maison. Il faut informer naturellement la mairie et il faut informer les inspections d'académie pour pouvoir faire les cours à la maison. Et naturellement, ce que je vais demander, et on va vous préparer une deuxième mise en demeure qui sera faite la semaine prochaine par rapport à l'évolution de l'état de l'information scientifique pour réitérer la mise en demeure par rapport à l'intégration. Je le dis à tout le monde, nous avons notifié au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Santé, mais aussi au Premier ministre, la plainte pénale. Aujourd'hui, lundi, il va être informé. S'ils ne le savaient pas, ils vont le savoir parce que nous l'avons notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, ils vont savoir que la plainte est déposée. De toute façon, une telle affaire va arriver certainement au niveau du ministère pour raison très simple parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. C'est une plainte contre X, hein, je le rappelle très bien. Pour le moment, il ne s'agit pas de tel ou tel ministre, il ne s'agit pas de tel ou tel président du Conseil, Premier ministre, il s'agit tout simplement d'une plainte contre X. Déborah, vous voulez dire quelque chose ? Non, je voulais pas t'interrompre. Non, mais tu ne m'interromps pas, je t'en prie. Carlo, c'est juste que j'entends souvent une question par rapport au masque, parce que tu nous avais fait un avis d'illégalité au mois de juillet, si je ne me trompe. Et puis la question qui revient, c'est que maintenant que ça a été retoqué, enfin qu'ils ont refait en fait le décret, est-ce que cet avis d'illégalité est toujours valable? Je réponds à tout le monde et c'est la bonne occasion parce que c'est une question qui est posée souvent. À l'état actuel de choses. Premièrement, nous n'avons plus mis sur le site des avis d'illégalité par rapport au masque. Pourquoi? Parce que depuis le premier avis qui était lié au décret du 23 mars, les choses ont évolué. Donc, et en plus, j'ai dit une chose qui n'est pas désagréable, certains confrères sont allés récupérer l'avis pour utiliser la contestation que nous avions faite, aussi qui était sur le site, pour contester les amendes et vendre les amendes, la contestation, à nos propres clients. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Sur ce point-là, l'association, elle a une approche mutualistique, même avec les confrères, ce n'est pas très grave. Mais du fait qu'aujourd'hui, nous avons des arrêtés, nous avons des gens qui ont été sanctionnés pour tel ou tel décret, pour tel ou tel événement, je le répète encore, pour les adhérents de Réaction 19, vous nous adressez l'avis, vous avez le formulaire sur le site pour adresser l'avis, et nous allons vous communiquer la lettre de contestation. Donc, ne cherchez plus l'avis d'illégalité ou les contestations sur le site, parce qu'on ne les mettra plus, parce que je suis heureux de travailler en tant que président avec mon coprésident et avec celles et ceux qui collaborent pour les adhérents de Réaction 19, mais je n'ai pas envie de permettre à des tiers de gagner de l'argent avec le travail que nous avons fait au prix parfois de notre fatigue et de nos nuits. Donc, à l'état actuel des choses, chacun aura sa contestation. J'ai reçu encore hier, nous allons communiquer, à chacun de vous, vous aura. Parce que vous avez parfois ceux qui ont pris une amende dans les transports, il y a ceux qui ont pris une amende dans le cadre du déconfinement, au déconfinement, confinement, sortie sans l'attestation. Donc, il n'y a pas que les masques, il y a une pluralité d'amendes. Donc, chacun aura et a son contestation. Je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il ne faut pas payer parce que c'est un changement récent où avant vous deviez d'abord régler ça a été considéré comme illégal. Voilà. Donc à l'état actuel des choses, vous ne réglez pas. Vous recevez un avis de contravention, vous le scannez, vous gardez l'original chez vous, vous nous communiquez l'avis scanné ou la photocopie et nous vous adressons la contestation que vous devez compléter vous-même avec votre signature parce que ce n'est pas Réaction 19. Réaction 19 n'est pas un cabinet d'avocats, c'est une association qui a pour finalité de mutualiser le droit et de travailler ensemble pour réduire les frais et les coûts de ce qui va être la défense et le droit au quotidien. Alors, on n'est pas réglé juste une chose, pour préciser, puisque si on règle, on admet
Ah mais non, mais ça c'est clair. Ah, ça, non, non, mais c'est important. avant il fallait consigner, Non, mais et ça a été c'est juste déclaré pour le illégal. préciser. Bien sûr. Il faut Ah, pas mais si régler, c'est il faut payé, pas c'est bon. régler, parce que sinon, on admet Ouais. qu'on accepte. C'est la reconnaissance Voilà. de l'infraction. Donc Et c'est ça clair. déclenche la comptabilité de 3 amendes. Et du coup, Aussi. On a possibilité. expliqué, on l'a répété à maintes Ah, c'est- reprises, mais c'est très important de le Ça, rappeler c'est facile à que, oui. Ça, c'est facile à dire. Bah, après, si l'amende, elle augmente au fur et à Non, mesure. en l'état de Ouais. choses, d'abord, il y a une contestation qui doit être faite et l'amende ne monte pas au fur et à mesure. Vous contestez et quand on conteste, on discute sur le montant de l'amende qui est envisagé. C'est clair? L'augmentation, c'est que si vous ne contestez pas la première amende, vous êtes en réitération, donc votre amende passe de 135 € à 500 €. Et ensuite, vous tombez dans la troisième amende, si vous ne contestez pas, automatiquement, vous tombez dans 3750 € et le risque même de réaction, d'emprisonnement jusqu'à 6 mois. Donc, il y a une condamnation qui est tombée il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, où quelqu'un a été condamné à 2 mois de prison ferme. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un dans les prisons de France parce qu'il y a eu trois amendes qu'il n'a pas contestées et qui s'est retrouvé à être comme un délinquant avec un délit, c'est-à-dire emprisonné pour une question de santé publique, chers amis. Alors, juste, j'avais encore une question. Comment on peut nous forcer à mettre le masque alors que de base, c'est un dispositif médical prescrit par le médecin? Alors, d'abord, nous sommes en présence d'une situation qui est une construction qui est faite par le législateur, qui a créé l'état d'urgence sanitaire. Dans l'état d'urgence sanitaire, il a donné délégation à l'exécutif de prendre des mesures pour traiter le problème de la Covid-19. Et il faut que vous compreniez bien une chose, que nous sommes en train de nous battre contre une situation de autoritarisme et de dictature, parce que le mot est celui-là, où, effectivement, jusqu'à quand vous n'avez pas un texte qui est annulé, un texte qui est annulé, abrogé, vous avez, s'il y a un texte qui dit vous devez porter le masque, et c'est toute la bataille que nous sommes en train de livrer, dans le décret, vous l'avez, nous sommes théoriquement, juridiquement parlant, obligés de le porter. On ne peut pas ne pas le porter. Jamais Réaction 19 a dit ne portez pas le masque. Notre but, c'était toujours de se battre et dire non, là, vous ne pouvez pas le porter parce qu'il y a telle illégalité. Là, si vous avez une infraction, il y a une violation des textes. Mais juridiquement parlant, il y a bien écrit dans le décret qu'il faut porter le masque, que les enfants doivent le porter. Ma bataille, c'est de dire non, il n'y a pas de sanction. Et nous avons raison, c'est écrit noir sur blanc, que dans le décret du 29 octobre, par exemple, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas écrit que un directeur peut interdire l'accès des enfants. Et d'ailleurs, il y a certains qui autorisent, d'autres qui n'autorisent pas. Parce qu'il y a des interprétations qui sont faites au niveau de la loi en disant le directeur a le pouvoir d'organiser, donc il peut interdire. Non, le décret, seul le décret peut interdire. Parce que ceci relève de la compétence du Premier ministre. J'apporte juste Oui. une réponse, non, pour terminer, parce que tu as parlé de dispositif médical. Les masques, sûrement pas les masques grand public, et là c'est toute la question, ont été créés et ont été normés à niveau européen, à niveau français, justement pour échapper à la notion des dispositifs médicaux. Donc c'est un autre embrouille qu'ils ont voulu faire parce que justement ils allaient se confronter à la question du dispositif médical qui, comme la personne qui a fait la question a posé la question, c'est vrai, pour les dispositifs médicaux, il faut une ordonnance. Et donc là, pour dépasser cet obstacle, encore, voilà l'embrouille, ils ont créé des masques qui techniquement, encore une fois, ne vaut pas grand-chose pour tout ce qui concerne la propagation virale, mais que permet normativement de ne pas être de la prescription médicale. Voilà, de ne pas être de la prescription médicale. Voilà. Après, on n'est pas en prescription, on n'a pas besoin d'entrer dans la question du consentement, Voilà. Donc, on n'a pas besoin de rentrer exactement. sur ces questions-là. C'est pour cette raison que je dis, attention au langage et aux mots. Jamais nous avons parlé de protection médicale, ce n'est pas une protection médicale, donc la question, un dispositif, mais ce que je veux dire, ce n'est pas une protection médicale au sens d'une prescription par voie d'ordonnance, on n'est pas dans le consentement de la loi Kouchner, on n'est pas dans seulement. Tout ça a été fait, et je le répète encore, pour que tout ceci passe entre les mailles du filet pour que l'exécutif puisse prendre toutes les décisions qu'il souhaite prendre, les plus contradictoires et même les plus absurdes, parce que nous sommes quasiment dans l'absurdie juridique. Voilà, et ça, à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire, parce que quand, je le dis encore, pardonner un ministre qui dit que le masque ne sert à rien,
comme une question de langage. Si moi j'avais dit une chose pareille, on m'aurait radié. Alors que le ministre, ça passe comme une lettre à la poste. Il peut dire avant que les masques ne sont inutiles, et après, il va les imposer. Et ça passe comme une lettre, alors on a les grands journalistes qui vont se masturber le cerveau pendant des heures sur le plateau pour dire « Ouh là là, mais oui, c'est une question de langage, parce qu'il fallait, on n'avait pas de masque. » Non, à un moment donné, c'est clair et net. Soit les masques sont utiles, soit ils ne le sont pas. Soit on dit la vérité aux Français, soit on ne la dit pas. Et quand on trompe les Français, après les Français réagissent. Alors juste, on t'a demandé si tu pouvais mettre le préambule de 1946 sur le site de Je mettrai le préambule, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, la chose que je découvre, je suis très heureux. Je suis très heureux, et je le dis à Ricardo, aussi à Déborah, qui font aujourd'hui vraiment partie d'un travail quotidien au niveau de l'association. Ce qui est évident, il faut y penser. Comme il disait Brecht, que toute chose évidente vous soucie. Ça veut dire qu'on part du postulat que nous vivons dans un pays, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays égalité, liberté, fraternité, et puis les gens ne savent pas ce qu'est le socle. Parce que peut-être, parfois même, il y a des juristes qui ne savent pas tel ou tel positionnement de la règle. Et la lecture du château normatif est très important. Et quand on vous dit qu'on a érigé aujourd'hui la santé comme une valeur supérieure à la liberté, il ressort même de ce que je vous ai fait voir dans la manière de rédiger. Or, vous savez, rien n'est par hasard. Vous savez qu'il suffit des fois de passer des heures à réfléchir sur un arrêt du Conseil d'État pour comprendre l'esprit qu'anime le juge. On peut rédiger des livres en étudiant 2 arrêts de la Cour de cassation, comme l'avait fait Motusky dans la théorie de la réalisation des droits subjectifs. C'est un juif qui était pourchassé par la Gestapo, il s'était renfermé dans une maison, et il avait, avec 3 arrêts de la Chambre sociale, rédigé un livre qui est un livre extraordinaire sur la manière de réaliser les droits subjectifs. Donc pour dire qu'il n'a pas besoin de quantité, mais il faut trouver la bonne chose. Et aujourd'hui, le but de Réaction 19, ce n'est pas simplement de faire des procès, des batailles, c'est de tenter de expliquer le droit et de vous l'apporter. Dernière question. Non, juste, je voudrais prendre une petite minute pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Réaction 19, qui sont venus débattre avec nous, et également ceux qui sont venus sur Cab Web TV, parce qu'on est diffusé sur les 2 canaux. Demander de Voilà. s'abonner. Hein. Et voilà ce Faut que je veux dire. s'abonner, hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et aussi pour rejoindre Réaction 19, voilà, on va afficher le mail. Vous devez envoyer vos questions au mail ou Super. pour adhérer. Et pour préparer les prochaines émissions, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur Cab Web TV. Voilà. Alors, j'ai ici le recollement de questions qui a été fait par Erika avec un travail qui est assez faramineux. Je vais répondre aux différentes questions très très vite parce qu'on est déjà à 38 et on a vraiment un programme super chargé. Délai de réponse. Alors, le procureur de la République a 3 mois. 3 mois pour soit ouvrir une enquête pénale, soit rejeter. La rejeter au sens qu'il peut décider de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire. D'accord? À ce moment-là, nous avons la possibilité de transformer la plainte que nous avons déposée auprès du procureur en plainte avec constitution de partie civile. Ce n'est pas parce que le procureur ne va pas poursuivre que nous avons perdu. Je dirais même qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'affaires dans lesquelles les procureurs ne poursuivent pas, ne font pas d'enquête, parce qu'ils ne veulent pas s'enquiquiner, ils ne veulent pas s'emmerder, parce que je vous rappellerai tout simplement, chers amis, que les procureurs de la République ne sont pas indépendants. Les procureurs sont là pour représenter l'exécutif au sein de la justice. Les procureurs de la République dépendent du ministère de la Justice, de notre cher ministre Dupond-Moretti, que nous n'entendons pas beaucoup dans le cadre des lois liberticides qui sont en train d'être votées au sein de notre magnifique Parlement. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé l'entendre parler avec sa voix caverneuse et défendre les libertés comme il l'a fait sur le plateau de télévision pendant des années, pendant des mois avant de devenir ministre, et aujourd'hui, effectivement, le silence caractérise son action. Donc voilà, si la décision est défendue, il n'y a pas de décision défendue. Un procureur, il ne veut pas dire rejette, etc. Un procureur peut simplement soit ouvrir, il peut ouvrir une information, saisissant lui-même le juge d'instruction, il peut faire une enquête préliminaire, soit décider un non-lieu. Donc voilà ce qui peut se passer dans le cadre des décisions. Ensuite, quoi faire alors, si vous voulez déposer une plainte, je le rappelle encore, et je le dis bien, je mettrai l'article 15.3, tu peux noter Walid que je mettrai le préambule et je mettrai l'article 15.3 sur le site de Réaction 19. Pourquoi? Parce que même certains ont dit, je ne savais pas qu'il existait dans le code de procédure pénale un texte. Oui, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent.
15.3, chers amis, vous citez l'article 15.3 et vous allez rappeler, je l'ai déjà dit et répété, je le répète encore, ils ne peuvent pas refuser la plainte. Si vous avez envie de déposer la même plainte que vous avez fait et la déposer auprès du tribunal, auprès du commissariat de police, vous avez le droit de le faire en application de l'article 15.3 du Code de procédure pénale. L'extension va prévoir des actions concernant le port du masque policier et collégial. Oui, nous allons procéder à l'extension, je vous le dis, et c'est de manière très claire. Et aussi, nous avons visé la discrimination à l'intérieur des écoles quand vous avez des enfants qui sont écartés de leur classe principale pour aller dans une pièce à part, pour rester dans l'école, mais écartés comme des pauvres merdes au sein de l'école. Ça s'appelle de la discrimination et même des violences psychologiques qui est parfaitement reconnue par la loi. Est-ce que vous pouvez nous donner information concernant les colliers parents qui sont formés? La situation. Est-ce que tu veux dire quelque chose, s'il te plaît, Ricardo? Parce que c'est une question importante concernant les collectifs, comme tu es en train de gérer sur la situation avant pour donner un peu les pistes, s'il te plaît. Oui, sous les collectifs, comme tu l'avais déjà dit, j'ai eu la possibilité d'échanger récemment avec plusieurs adhérents qui ont l'intention. Alors, nous invitons les personnes individuellement à se regrouper à collectif à niveau local. Nous faisons ça pour inciter les gens vraiment à augmenter la force de manifestation, de frappe à niveau local. Ce n'est pas à ce stade, nous ne sommes pas encore, on est dans la phase d'affiliation. C'est une phase préparatoire. Nous avons créé sur les sites, qui est notre plateforme de communication plus performante, nous avons créé un formulaire qui permet à tout ce collectif de se présenter avec certaines données de base comme les référents, la localité et tout ça, et de nous témoigner de premières actions et des intentions à agir. Mais encore, nous précisons, c'est très important, nous ne sommes pas encore dans une phase d'affiliation, mais plutôt dans une phase de motivation, d'incitation quand même à se réunir. Et nous, c'est ce que nous faisons déjà depuis toujours d'ailleurs, nous mettons à disposition des documents officiels sur lesquels le collectif peut s'appuyer et peut relier. Attention, une chose très importante, je veux dire, n'utilisons pas les logos et les noms de Réaction 19 sur des découpages, décollages qui ne sont pas, qui ne rapportent pas vraiment l'opinion de Réaction 19. Vous pouvez faire référence ou des traites et tout ça à votre collectif en disant nous nous inspirons ou nous faisons référence à, mais à ce stade-là, nous ne pouvons pas et vous ne pouvez pas vous présenter en tant qu'affilié ou antenne de Réaction 19. Mais malgré ça, la première chose à faire, malgré ça, c'est de se réunir en collectif, c'est justement pour votre intérêt à niveau local. Juste, oui, tu question. parles de collectif, ça tombe bien, Ricardo, parce que les gens voudraient savoir comment on peut savoir s'il y a un collectif près de chez nous. Alors, oui, bah déjà, ça, on va voir, nous, on essaiera de travailler sur la base des données pour mettre en relation, mais encore une fois, voilà l'attitude. L'attitude, c'est pas de nous demander partiellement, l'attitude, c'est de s'activer. Je peux me permettre une remarque, parce que même si nous n'avons pas encore l'agrément, parce qu'effectivement, je vous explique 3 choses. Premièrement, nous avons quand même des tentatives de pénétration à l'intérieur de l'association de nature à troubler l'association. Donc, nous devons faire très attention. Nous avons des gens qui ont propagé aussi, par exemple, quelqu'un qui a utilisé Réaction 19 pour présenter quelque chose comme des collectes. Tout ça, ce sont des choses fausses. Les seules choses qui peuvent être reconnues par Réaction 19 sont celles que vous avez sur le site de Réaction 19, qui sont le fruit de ma signature et celle du coprésident. Donc, à l'intégrale. Et c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas inscrit de manière claire sur le site n'existe pas en tant que promotion. Ce sont des trolls ou des mensonges ou même des tentatives d'escroquerie. Méfiez-vous, mais ceci, ce n'est pas que pour nous, mais beaucoup tentent de se présenter comme étant, c'était le cas à l'époque, il y a eu d'autres associations très connues qui ont fait l'objet de ces escroqueries. Donc, tout ce qui n'est pas officialisé par nous sur le site n'existe pas et ne croyez pas. Nous avons aussi des personnes qui tentent de s'immiscer dans l'association pour ensuite tenter de ramener des adhérents ailleurs ou de pouvoir récupérer quasiment de la clientèle pour des avocats, ce qui est une chose assez absurde et gravissime.
Nous sommes une association et nous ne sommes pas là pour faire que des actions judiciaires. Nous sommes là pour faire du droit avec vous, pour avancer, pour faire les formulaires, les documents, aider chaque personne, etc. Et troisième élément, on va tenter de mettre sur le site au moins des collectifs qui se sont formés, ça on pourra le faire la semaine prochaine, pour faire comprendre. Et à ce moment-là, on demandera d'adresser un courriel pour pouvoir donner le référent du collectif, pour permettre déjà de faire comprendre les nombres de collectifs qui sont créés. Non, Carl, il n'y a pas courriel. Il y a, je rectifie parce que sinon on va être débordé. Il y a un formulaire qui est bien fait, sur lesquels les Oui, collectifs... mais le formulaire, je disais le mot formulaire, C'est mais dans important. mais sur courriel, excusez-moi, le formulaire, Ah, non. mais mais le formulaire, pas, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ont besoin de connaître, de savoir qu'il y a un collectif qui existe à Nice. Donc, nous, on mettra la liste des collectifs dont nous avons connaissance, et ensuite, quelqu'un qui a besoin, il prend le formulaire et dit, pouvez-vous me donner des coordonnées pour contacter le collectif de Nice? On le fera. C'est comme ça qu'on va travailler, c'est important de le préciser. Si je peux, je voulais juste rappeler aux téléspectateurs que si vous allez sur le site web de réaction19.fr, vous avez un bandeau noir tout en haut avec toutes sortes c'est un petit menu. Chaque lien donne lieu à un formulaire spécifique dédié à votre problème. Donc, si vous avez envoyé un chèque pour vous adhérer, vous n'avez pas de nouvelles, vous allez sur ce bandeau noir et vous envoyez, vous remplissez le formulaire et quelqu'un va vous répondre. Si vous avez des questions par rapport au collectif, vous utilisez le formulaire dédié pour les collectifs. On essaie tant bien que mal, parce que vous comprenez bien, il y a une telle ampleur ici chez nous, on fait au mieux pour vous répondre. On ne vous oublie pas et on essaie au fur et à mesure de structurer les informations le mieux possible. Donc pour l'instant, regardez le bandeau noir, utilisez s'il vous plaît les formulaires parce que tout est trié. Ça facilite énormément notre boulot derrière. D'accord? Bien sûr. Donc, L'important, voilà. c'est qu'effectivement, on donne la possibilité aux gens de se retrouver, Bien parce sûr. que s'il y a un collectif qui s'est déjà formé à Toulon, il faut que ceux qui sont à Toulon puissent être informés qu'il existe et qu'il est en cours. Donc, il est clair que l'utilisation des formulaires est fondamentale. Moi, il est déjà 15h47, le temps passe très vite, on a traité la question du masque, on a approfondi. Oui. Dernière chose, parce que c'est important quand même, certains directeurs et enseignants se sentent un peu coincés. Est-ce que tu aurais juste un conseil pour eux, un petit conseil pour Des eux? directeurs. Alors, moi, Ouais. je donne un conseil qui est très simple. Ouais. Aujourd'hui, il y a un doute, même je ne parle pas que j'ai raison ou tort, il y a un doute raisonnable et un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes que les masques sont peut-être un outil, indépendamment de son utilisation pour se protéger, qui peut produire des maladies pulmonaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques qui affirment que les masques sont utiles. Il y a par contre beaucoup d'études, et les dernières prouvent qu'il y a réellement des problèmes. Et je rajouterai un point très important. Sur toutes les boîtes et sur toutes les ventes de masques, vous n'avez jamais une quelconque mention qui puisse dire vous protège du virus. Ça veut dire qu'on est en train de nous vendre des choses dont l'information ne correspond orale ou écrite par les décrets, ne correspond pas à la réalité inscrite sur les boîtes et lors de la vente. Ça veut dire quoi? Si j'étais, aujourd'hui, je suis directeur d'école. Face à une telle situation, je ne veux pas être complice de la maladie de mes élèves. Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle le dispositif que l'ordre est peut-être manifestement illégal. À ce niveau-là, je conseille à chaque directeur de se dissocier de la doctrine du ministère en disant, vous écrivez un courrier en disant, à l'état actuel des choses, nous avons pris connaissance de la plainte pénale qui a été déposée qui fait état de plusieurs infractions pénales. Nous ne souhaitons pas être poursuivis comme complices. Donc nous vous demandons de manière très claire de nous garantir que nous serons exempts de tout. Or, il est clair que le ministère ne pourra pas vous exempter. C'est impossible sur un plan juridique. Donc tous les directeurs, et ça, je vous le dis, on a fait une plainte contre X, mais tous les directeurs d'école qui ont imposé le masque et qui l'ont imposé de manière brutale seront visés dans des plaintes spécifiques. Quand je vous dis que la justice pénale est au service de la démocratie, c'est la seule justice qui nous permettra d'aller jusqu'au bout et faire sanctionner ceux qui ont abusé de leur autorité, qui ont abusé de leur position et qui ont imposé le masque à nos enfants, et pas simplement, parce qu'aujourd'hui, le problème des masques, on a des remontées d'infos où ce sont
sont des personnes qui portent le masque, des gens qui sont au travail, commencent à avoir des infections pulmonaires. Et je suis en contact aussi par des médecins qui ont aussi des fonctions parlementaires, qui commencent à avoir eux aussi des informations très précises sur des problèmes pulmonaires très graves. Et d'ailleurs, je le répète encore, aujourd'hui, vous avez tout dans la plainte et les pièces qui sont annexées sur les conséquences qui peuvent exister. Donc voilà, il me semble une réponse. Moi, je dis pas, je ne vous pousse pas, commettez l'illégalité, faites entrer tout ce que... Si vous voulez faire entrer les enfants sans masque, vous pouvez le faire et ça ne peut que me rendre heureux. Mais protégez-vous, parce que pénalement parlant, vous n'avez pas la garantie. Ne confondez pas la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité pénale est personnelle. Et ceux qui auront abusé de leur autorité, et nous avons les infos parce que nous avons les emails de comportements et d'attitudes exécrables, avec des attitudes qui sont même insupportables avec les parents, devant les enfants, tout ceci fera l'objet de plaintes pénales spécifiques. Ça sera par la suite.